Sais-tu pourquoi les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires? Et quand je dis ne sortent pas, je fais référence aux hommes de véritable valeur, ceux qui ont des options, ceux qui ne sont pas désespérés. La réponse va t'incommoder. Elle fera crier certains au machisme. Mais c'est la vérité la plus brutale que personne ne te dira sur les réseaux sociaux, remplis de corrections politiques. Les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires parce qu'ils ont finalement appris à poser la même question que les femmes posent depuis des siècles. Qu'est-ce que j'y gagne? Et la réponse, frère, est dévastatrice. Presque rien. Mais attends. Avant que tu ne fermes cette vidéo ou que tu ne commences à écrire des commentaires pour défendre les mères célibataires, laisse-moi te clarifier quelque chose de crucial. Ce n'est pas une attaque morale. Je ne dis pas que les mères célibataires sont de mauvaises personnes. Beaucoup sont des femmes incroyables qui affrontent des situations difficiles avec courage. Il s'agit ici d'économie sexuelle, de marché, de l'analyse froide et calculée que tout homme intelligent fait avant d'investir son temps, son argent, son énergie et ses meilleures années dans une relation. Et quand tu fais cette analyse avec des mères célibataires, les chiffres ne collent tout simplement pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement pourquoi. Et je ne vais rien édulcorer. Je vais te donner la vérité crue que tu expérimentes, mais que personne ne verbalise. La vérité que tu ressens dans tes tripes quand une mère célibataire te dit « Mes enfants sont ma priorité », et tu sais que cela signifie que tu ne le seras jamais. Alors si tu es prêt à comprendre le jeu réel, à voir la matrice telle qu'elle est, continue d'écouter. Parce que ce que je vais te révéler va changer complètement ta façon de voir les relations et le marché sexuel. Commençons par le plus basique. Ce que tout homme ressent, mais que peu ont les couilles de dire à voix haute. Quand tu sors avec une mère célibataire, tu signes un contrat où tu donnes 100 et reçois 30. Où tu investis des ressources de premier ordre et obtiens une attention de 3e catégorie. Quand un homme sort avec une femme sans enfant, 100% de l'investissement de cet homme va directement à la construction de quelque chose avec elle. Chaque dîner, chaque voyage, chaque moment d'attention concerne vous deux créant un futur ensemble. C'est de l'investissement pur dans la relation. Mais avec une mère célibataire, frère, dès le premier jour, tu es dans une position où l'on attend de toi que tu investisses des ressources dans les enfants d'un autre homme. Des enfants qui ne seront jamais complètement les tiens. Des enfants qui viennent avec un ex, qui sera sur la photo pour toujours. Des enfants qui seront toujours sa priorité numéro 1. Ce qui signifie que tu seras le 2e, le 3e ou le 4e dans la file d'attente. Et voici la partie que personne ne te dit. Cet ex, cet homme qui n'est plus avec elle, qui a peut-être merdé, qui est peut-être un raté. Ce type aura plus de pouvoir sur ta relation que toi-même, parce qu'il est le père de ses enfants. Et ça, frère, c'est un lien qui ne se rompt jamais. Tu seras en train de dîner avec elle et son portable va sonner. C'est l'ex. Il a besoin de parler de quelque chose concernant les enfants et elle va répondre. Elle répondra toujours. Parce que ce sont les enfants. Tu seras au lit avec elle à minuit et l'ex appellera parce qu'il a eu une urgence. Et elle ira. Elle te laissera là tout seul pour résoudre le problème d'un homme qui n'est plus son partenaire, mais qui aura toujours accès à elle. Cela te semble familier? Parce que ce n'est pas de la théorie. C'est ce que des milliers d'hommes vivent. Et ensuite, ils viennent me voir en se demandant pourquoi ils se sentent si misérables dans une relation où ils devraient se sentir bien, parce qu'ils sont de bons hommes. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui est venu me voir. Nous l'appellerons Alejandro. 32 ans. Ingénieur civil. Jamais marié. Un bon type. Il a rencontré une mère célibataire de 2 enfants. Elle était belle, intelligente. Elle semblait avoir tout sous contrôle. Il a pensé « Je suis suffisamment mature pour ça ». 6 mois plus tard, Alejandro était dans mon bureau, vaincu. Chaque fois que nous faisons des plans, quelque chose avec les enfants surgit. Chaque fois que je veux de la spontanéité, elle a besoin d'une babysitter. Chaque fois que j'imagine notre futur,
Je me vois élever les enfants d'un autre homme, pendant que ce type paie une misère de pension, et apparaît tous les 15 jours, pour jouer au papa Disney. Et alors Alejandro a dit quelque chose qui résume tout. J'ai l'impression de passer une audition pour être le beau-père d'enfants qui ont déjà un père. Et le pire, c'est que je suis censé agir comme si c'était normal, comme si je devais être reconnaissant pour l'opportunité. C'est la réalité brutale, frère. Et si tu es sorti avec une mère célibataire, tu sais exactement de quoi je parle. Maintenant, parlons de quelque chose que les hommes ressentent, mais que la société leur dit qu'ils ne devraient pas ressentir. L'instinct biologique. Parce que oui, frère, la biologie compte. Et quiconque te dit le contraire ment ou est un idiot. Les hommes sont biologiquement programmés pour vouloir transmettre leurs propres gènes. Ce n'est pas controversé. C'est de la psychologie évolutive de base. Et quand un homme sort avec une mère célibataire, particulièrement une qui ne veut plus d'enfants ou qui a déjà passé son meilleur âge reproductif, on lui demande d'investir ses ressources dans des enfants qui ne portent pas son ADN. Cela crée un conflit psychologique profond. Il se peut qu'il se soucie sincèrement de ses enfants à elle. Il peut même arriver à les aimer. Mais il y a une partie primitive de son cerveau qui sait que ce ne sont pas ses descendants, que ses ressources, son temps, son encadrement servent à perpétuer la lignée génétique d'un autre homme, pas la sienne. Et pour les hommes qui veulent leurs propres enfants biologiques, sortir avec une mère célibataire de plusieurs enfants signifie souvent attendre, faire des compromis ou renoncer complètement à ce rêve. Je connais un type, Roberto, 40 ans maintenant. Il a passé 4 ans avec une mère célibataire de 3 enfants. Il a continué d'attendre le moment correct pour qu'ils aient un enfant ensemble. Mais il n'y a jamais eu de moment correct. Elle était trop débordée avec les 3 qu'elle avait. L'argent était toujours juste. Son énergie était épuisée. Et lentement, Roberto a vu sa fenêtre pour la paternité se fermer pendant qu'il jouait au beau-père des enfants d'un autre homme. Je me suis réveillé à 42 ans, m'a-t-il dit. Et j'ai réalisé que j'ai passé mes meilleures années à élever des enfants qui ne sont pas les miens, et maintenant je n'aurai peut-être jamais les miens. L'amertume dans sa voix était écrasante. Mais c'est la réalité que les hommes affrontent quand ils sortent avec des mères célibataires. Ils doivent souvent choisir entre elles et leurs propres impératifs biologiques. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que Machiavel a compris mieux que quiconque. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, il est dans ce que tu contrôles. Et dans une relation avec une mère célibataire, frère, tu ne contrôles rien. Zéro. L'ex contrôle le calendrier à travers le droit de visite. Les enfants contrôlent sa disponibilité émotionnelle. Les urgences contrôlent ses plans. Tu es juste là, à réagir, à t'ajuster, à accepter. Tu n'es pas le joueur principal dans cette dynamique. Tu es un acteur secondaire dans une pièce qui était déjà écrite avant que tu n'arrives. Et les hommes de valeur, les hommes avec des options, n'acceptent pas de rôle secondaire dans leur propre vie. Parlons de chiffres, d'économie brutale du marché sexuel. Parce qu'au final, frère, tout se réduit à l'offre et la demande. Et la demande de mères célibataires par des hommes de qualité est faible. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais chez elles en tant que personne, mais parce que la proposition de valeur n'a aucun sens. Un homme peut sortir avec une femme sans enfant et potentiellement construire une famille ensemble à partir de zéro. Ou il peut sortir avec une mère célibataire et hériter de la famille d'un autre, tout en renonçant à la possibilité d'avoir la sienne. Quand tu le cadres ainsi, le choix devient évident. Voici l'analyse réelle que tout homme fait, consciemment ou inconsciemment. Une femme sans enfant offre une disponibilité totale, zéro complication avec des ex-partenaires, la possibilité de créer une famille à partir de zéro ensemble, de la flexibilité dans le style de vie et les décisions. Une attention complète. Une mère célibataire offre une disponibilité partielle, l'implication permanente de l'ex. Tout doit être planifié des semaines à l'avance, une attention partagée avec les enfants. Tu seras toujours la seconde priorité, d'une perspective pure de marché.
Pourquoi un homme de qualité choisirait-il la seconde option quand la première est disponible? La seule raison serait si la mère célibataire apportait significativement plus de valeur pour compenser ses désavantages. Et la dure vérité est que la majorité ne le fait pas. Parce que les mêmes décisions de vie qui ont mené à la maternité en solo indiquent souvent des problèmes de jugement que les hommes de qualité veulent éviter. Laisse-moi être plus spécifique. Car la spécificité est là où vit la vérité. Quand un homme de qualité voit une mère célibataire, voici les questions qui traversent son esprit, même s'il ne les dit pas à voix haute. Elle a eu des enfants avec quelqu'un qui n'est plus dans sa vie comme partenaire. Qu'est-il advenu de son jugement? Quels signaux d'alerte a-t-elle ignorés? Les ignorera-t-elle avec moi? Aussi, si sa relation précédente a échoué même avec des enfants au milieu, qu'est-ce qui me fait penser qu'avec moi, ce sera différent? Suis-je le plan B? Le type sûr qu'elle choisit après avoir donné ses meilleures années et sa jeunesse à quelqu'un d'autre? Ces questions sont incommodes, mais elles sont légitimes, et tout homme intelligent se les pose. Maintenant, parlons de quelque chose qui ronge les hommes qui sortent avec des mères célibataires, mais qu'ils verbalisent rarement. Le piège du beau-père. C'est là où tu as toutes les responsabilités d'un père, sans aucune autorité ou respect. On attend de toi que tu aides à élever les enfants, que tu contribues financièrement, que tu sois présent à leurs événements, que tu fournisses des conseils et de la discipline. Mais tu n'es pas leur père. Tu n'as pas de droits légaux. Si la relation se termine, tu perds l'accès à des enfants avec lesquels tu as peut-être créé un lien. Le père biologique peut saper ton autorité. La mère peut annuler tes décisions. Les enfants peuvent te lancer « tu n'es pas mon papa » chaque fois que tu essayes de fournir une structure. J'ai eu un client. Nous l'appellerons David. Il a passé 6 ans avec une mère célibataire. Il a aidé à élever ses 2 fils de l'âge de 8 et 10 ans à 14 et 16 ans. Il a entraîné leurs équipes sportives. Il a aidé avec les devoirs. Il a payé pour leur téléphone, leurs vêtements, leurs activités. Il les a traités comme ses propres fils. Puis, elle l'a trompé avec son ex-mari. Ils se sont séparés. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Les garçons, en qui il avait investi des années, ont cessé de répondre à ses messages. Elle l'a bloqué complètement de leur vie. Il n'avait aucun droit légal, aucun recours, aucun moyen de voir ses enfants qu'il avait aidé à élever. J'ai perdu ma famille, m'a-t-il dit, avec des larmes coulant sur son visage. Mais ils n'ont jamais été vraiment ma famille, n'est-ce pas? J'étais juste le type qui payait les factures jusqu'à ce qu'elles retournent avec leur vrai père. C'est le piège du beau-père. Tout l'investissement émotionnel sans aucune sécurité. Voici ce qui se passe réellement sur le marché des rencontres en ce moment. Et c'est quelque chose que les mères célibataires découvrent à la dure. Le bassin d'hommes de qualité disposés à sortir avec elles est beaucoup plus petit que ce qu'elles anticipaient. Et elles répondent avec frustration, colère et culpabilité. Elles blâment les hommes d'être superficiels. Elles blâment la société de stigmatiser les mères célibataires. Elles blâment les applis de rencontres de donner trop d'options aux hommes. Elles blâment tout le monde sauf la personne qui a pris la décision d'avoir des enfants avec quelqu'un qui n'est plus avec elle. Mais le marché ne se soucie pas de la culpabilité ou de la justice ou de ce que quelqu'un mérite. Le marché se soucie de l'offre et de la demande. Et la demande de mères célibataires par des hommes de qualité est faible. Et voici une autre vérité incommode qui se connecte à ce que Machiavel enseignait sur le pouvoir. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre plutôt qu'elle soit sûre de t'avoir. Mais avec une mère célibataire, tu es celui qui a le plus à perdre. Dès le début, elle a ses enfants, elle a son ex, elle a sa vie établie. Tu es celui qui essaie de s'insérer dans un système qui existe déjà. Tu es celui qui est en compétition pour l'attention. Tu es celui qui investit le plus et reçoit le moins. La dynamique de pouvoir est inversée dès le jour 1. Et les hommes de valeur n'entrent pas dans des situations où le pouvoir est contre eux dès le départ.
Laisse-moi te donner le schéma que j'ai vu se répéter des douzaines de fois dans ma pratique. Un homme rencontre une mère célibataire. Elle est attirante, a du succès, est mature. Il pense, peut-être que c'est différent. Peut-être que je suis assez mature pour gérer ça. Peut-être que l'amour triomphe de tout. Alors il essaie. Il essaie vraiment. Il crée un lien avec les enfants. S'adapte à l'horaire. Se mord la langue quand l'ex agit comme un idiot. Il met ses propres besoins au second, troisième, quatrième plan. Il se dit à lui-même que c'est ce que font les vrais hommes. Mais 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il commence à le sentir. La rancœur, la frustration, la réalisation qu'il joue à un jeu truqué. Il regarde ses amis qui sont avec des femmes sans enfants et il voit la liberté. Il voit la priorisation. Il voit des relations où les deux personnes sont le premier choix de l'autre. Et alors arrive le moment qui le brise. Peut-être est-ce un autre rendez-vous annulé. Peut-être est-ce le fait de voir l'ex lui manquer de respect à nouveau. Peut-être est-ce qu'elle choisit le match de foot de son fils plutôt que son événement important de travail. Peut-être est-ce juste se réveiller un jour et réaliser qu'il a passé une audition pour un rôle dans l'histoire de vie d'une autre personne au lieu d'écrire la sienne. Il part, et elle est surprise. Elle dit à ses amis qu'il n'a pas pu gérer une vraie femme avec des responsabilités. Elle publie sur les réseaux sociaux à propos des hommes qui ne peuvent pas franchir le pas. Elle dit à ses enfants qu'il n'a tout simplement pas pu les aimer assez. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est enfin assez respecté pour arrêter d'accepter un marché où il donne 100% et reçoit 30% en retour. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va mettre certains en colère, mais qui est absolument vrai. Les hommes apprennent enfin à se valoriser suffisamment pour dire non aux mauvaises affaires. Pendant des générations, on a dit aux hommes qu'ils devaient être des pourvoyeurs, des protecteurs, des réparateurs, qu'ils devaient franchir le pas, être le héros, sauver la mise. Et beaucoup d'hommes ont sacrifié leur propre bonheur en essayant de vivre selon ce standard. Ils ont épousé des mères célibataires, élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs, accepté d'être la seconde priorité et avalé leur rancœur. Mais quelque chose a changé. Les hommes s'éveillent à la réalité que l'abnégation sans réciprocité n'est pas noble. C'est simplement idiot. Ils se rendent compte que se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est du respect de soi. Ils comprennent qu'ils n'ont pas à se contenter des restes d'une autre personne et prétendre que c'est un banquet. Les mères célibataires cadrent souvent cela comme des hommes étant immatures ou ayant peur de la responsabilité réelle. Mais c'est de la projection. Ce dont ils ont vraiment peur, c'est qu'on profite d'eux. Et ça, ce n'est pas de la peur, frère. C'est de la sagesse. Voici ce que Machiavel aurait parfaitement compris de cette situation. Dans toute relation de pouvoir, la personne qui a le moins besoin a le contrôle. Et, dans une relation avec une mère célibataire, elle a besoin de plus. Elle a besoin d'aide financière, de soutien émotionnel, d'une figure paternelle pour ses enfants, de stabilité. Tu n'as besoin de rien de tout ça. Tu as des options. Mais elle va essayer de te faire sentir que tu es celui qui a besoin de prouver ta valeur, que tu es celui qui doit franchir le pas, que tu es celui qui doit démontrer que tu es suffisamment homme pour gérer sa situation. C'est une inversion de la réalité, et les hommes intelligents la voient venir de loin. Laisse-moi être brutalement clair sur ce qu'offre réellement une relation avec une mère célibataire. Tu offres des ressources financières vers son foyer, du temps avec des enfants qui ne sont pas tes enfants biologiques, de l'énergie émotionnelle à gérer le drame de l'ex, de la flexibilité et de la patience avec des complications constantes. Tes propres objectifs et rêves sont souvent retardés ou abandonnés. Des années primes de rencontres qui pourraient être passées à trouver une meilleure partenaire. La possibilité d'avoir ta propre famille biologique. Tu reçois une attention partielle quand les enfants ne sont pas là. Une relation pleine de défis logistiques. Une partenaire qui est souvent épuisée et stressée. Aucune garantie de stabilité ou de permanence. La connaissance que tu ne seras jamais sa première priorité. Une famille préfabriquée qui peut être retirée à tout moment.
Les mathématiques ne collent pas. Et tout homme de qualité fait ce calcul, même si c'est inconsciemment. Et la majorité décide que c'est une proposition perdante. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici, que j'ai besoin que tu comprennes. Il ne s'agit pas seulement des mères célibataires en tant qu'individus. Il s'agit de ce qu'elles représentent sur le marché sexuel. Une mère célibataire est la preuve visible d'une mauvaise décision. Que ce soit son choix ou des circonstances hors de son contrôle, le résultat est le même. Elle a eu des enfants avec quelqu'un qui n'est plus dans sa vie comme partenaire. Et cela amène un homme à se demander: quelles autres mauvaises décisions va-t-elle prendre? C'est comme Machiavel l'écrivait sur les princes. Un chef qui a montré un mauvais jugement une fois le montrera probablement à nouveau. Les modèles de comportement sont des prédicteurs du futur. Et la maternité en solo est un modèle qui indique un jugement questionnable, que ce soit dans la sélection du partenaire, dans le timing ou dans les deux. Les hommes de valeur voient cela et font le calcul de risque. Pourquoi devrais-je investir dans quelqu'un qui a déjà démontré faire des choix de vie problématiques? Maintenant, que se passe-t-il avec les hommes qui s'engagent vraiment avec des mères célibataires? Il y a un sous-ensemble qui le fait. Mais ils tombent généralement dans l'une de ces catégories. Des hommes désespérés, qui n'ont pas de meilleures options. Des hommes avec leurs propres problèmes sérieux, qui les rendent moins attirants sur le marché. Des hommes codépendants, qui ont besoin d'être nécessaires. Des hommes vraiment exceptionnels qui ont des raisons uniques de faire ce choix. Mais ce dernier groupe, frère, c'est genre le 2%. La grande majorité des hommes qui finissent avec des mères célibataires le font parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir mieux, pas parce qu'ils l'ont activement choisi par rapport à des options supérieures. Et les mères célibataires le savent. C'est pourquoi il y a tant de frustration, tant de colère dans leurs posts sur les réseaux sociaux, parce qu'au fond elles savent que les hommes de véritable valeur ne les choisissent pas. Elles obtiennent les survivants, pas les gagnants. Voici la conclusion, la vérité finale qui résume tout cela. Les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires parce qu'ils font enfin la même analyse coût-bénéfice que les femmes ont toujours faite. Ils se demandent « qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi ?» Et la réponse honnête est « pas grand-chose. Pas assez pour justifier les complications. Pas assez pour compenser les sacrifices. Pas assez pour que cela vaille la peine de renoncer à leur liberté, leurs ressources et potentiellement leurs propres enfants biologiques. » Les mères célibataires offrent une relation où l'on attend de l'homme qu'il accepte la seconde place permanente, qu'il investisse dans les enfants d'un autre homme, qu'il gère le drame de l'ex pour toujours, qu'il navigue constamment une logistique complexe, qu'il retarde ou abandonne ses propres rêves, qu'il donne plus qu'il ne recevra jamais, et en échange, il reçoit une partenaire quand c'est pratique. Un rôle avec responsabilité mais sans autorité. L'étiquette de beau-père au lieu de papa, et une relation qui peut se terminer et lui retirer tout ce qu'il a investi. Ce n'est pas une relation, frère. C'est une prise d'otage, avec un meilleur marketing. La vérité est que la majorité des hommes préféreraient rester célibataires qu'accepter ces termes. Ils préféreraient être seuls qu'être le filet de sécurité de quelqu'un, le plan B ou la solution financière. Ils préféreraient attendre quelqu'un qui les choisisse en premier que de se contenter de quelqu'un qui a besoin d'eux pour compléter sa famille préexistante. Et ce n'est pas que les hommes échouent à franchir le pas. C'est que les hommes apprennent enfin à reculer devant les mauvaises affaires. La différence semble identique de l'extérieur, mais la motivation est complètement différente. Que se passe-t-il avec les mères célibataires sur le marché des rencontres? Elles obtiennent exactement ce que le marché dicte. Certaines trouvent des hommes suffisamment désespérés ou endommagés pour accepter les termes. Certaines trouvent des hommes authentiquement bons qui sont disposés à être des saints. Certaines abandonnent les rencontres et se concentrent sur leurs enfants. Mais la majorité expérimente la frustration d'avoir beaucoup moins d'options qu'elles ne l'espéraient. Elles voient des hommes de leur âge sortir avec des femmes plus jeunes sans enfants. Elles voient leurs amis dans des relations simples en se demandant pourquoi les leurs doivent être si compliquées. Elles voient passer les années pendant qu'elles attendent quelqu'un qui accepte l'accord qu'elles offrent. Et lentement, certaines d'entre elles
se rendent compte de la vérité. Elles ont pris des décisions qui ont eu des conséquences. Et l'une de ces conséquences est que les hommes de qualité les voient comme des investissements à haut risque et faible récompense. Non pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais parce que les mathématiques ne fonctionnent pas. C'est la raison pour laquelle les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires. Non pas parce que les hommes sont superficiels ou peureux ou immatures, mais parce que les hommes se posent enfin la même question que les femmes ont toujours posée. Puis-je trouver mieux? Non pas parce que les hommes se posaient mieux. Puis-je trouver mieux? Et quand il s'agit de mères célibataires, la réponse honnête est habituellement oui. Il y a 500 ans, Nicolas Machiavel a écrit un manuscrit secret sur la séduction qui était si perturbant, si manipulateur, si efficace, que ses propres contemporains l'ont caché du public. Il ne voulait pas que les hommes ordinaires aient accès à ce niveau de contrôle psychologique sur les femmes. Aujourd'hui, tu vas apprendre exactement ce que contenait ce manuscrit et comment appliquer chacune de ces stratégies sales pour séduire n'importe quelle femme que tu désires. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant, car ce que je vais te révéler va au-delà de ce que n'importe quel coach en séduction t'a enseigné. Ce ne sont pas des techniques de drague bon marché, c'est de l'ingénierie psychologique pure, appliquée à la séduction. Mets un like, partage avec des frères qui ont besoin de cette connaissance, et prépare-toi à dominer le jeu de la séduction comme seul le 3% des hommes parvient à le faire. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons. Avant d'entrer dans les stratégies spécifiques, tu as besoin de comprendre le principe fondamental que Machiavel a découvert sur la séduction féminine. Et ce principe va changer complètement ta façon d'approcher les femmes. Écoute bien, les femmes ne sont pas séduites par ce que tu dis ou fais directement. Elles sont séduites par les états émotionnels que tu génères en elles. Et ces états émotionnels se créent à travers une combinaison spécifique d'incertitude, de validation intermittente et de démonstration de valeur sociale. La majorité des hommes commettent l'erreur fatale d'essayer de séduire à travers la logique. Ils lui expliquent pourquoi ils feraient un bon partenaire. Ils lui listent leurs qualités. Ils lui démontrent leur intérêt de forme directe et constante. Et chacune de ces actions détruit toute possibilité d'attraction parce qu'ils opèrent dans le mauvais paradigme. Ils essaient de convaincre son esprit conscient alors que la séduction se produit complètement dans son cerveau primitif, dans ses émotions, dans son système limbique. Machiavel a compris quelque chose que les hommes modernes ont complètement oublié. La séduction n'est pas un processus d'addition, c'est un processus de soustraction. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de compliments, plus d'attention, plus de disponibilité. Il s'agit de retirer de la certitude, retirer de la prévisibilité, retirer de la sécurité émotionnelle. Parce que le cerveau féminin est programmé pour être obsédé par ce qu'il ne peut pas comprendre complètement, par ce qu'il ne peut pas contrôler totalement, par ce qui menace de s'échapper à tout moment. Maintenant, entrons dans la première stratégie sale que Machiavel a documentée. Il l'a appelée le principe de la validation asymétrique. Et cela fonctionne ainsi. Dès le premier contact avec une femme, tu établis un schéma où tu valides et retires la validation de manière complètement imprévisible. Je ne parle pas de jouer au difficile de façon évidente. Je parle de créer un cycle de dopamine dans son cerveau, qui la rend littéralement accro à ton approbation. Laisse-moi t'expliquer la neuroscience derrière cela. Quand une femme reçoit une validation constante et prévisible, son cerveau s'habitue. La dopamine est libérée initialement, mais ensuite elle se stabilise. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas d'obsession. Mais quand la validation est intermittente, quand elle ne sait jamais si elle va recevoir ton approbation ou ton indifférence,
Son cerveau entre dans un état d'anticipation constante. Et cette anticipation génère une libération de dopamine plus élevée que la récompense elle-même. C'est exactement le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. Tu ne sais pas quand tu vas gagner. Alors, tu continues à jouer de manière obsessionnelle. Tu appliques ce principe à la séduction. Et tu crées une femme qui ne peut pas s'arrêter de penser à toi. Qui vérifie son téléphone constamment en attendant ton message. Qui analyse chaque interaction en essayant de déchiffrer si elle te plaît ou non. Voici comment tu l'implémentes étape par étape. Premier contact. Tu montres un intérêt modéré. Pas excessif. Pas froid. Modéré. Tu lui fais savoir que tu existes sur son radar, mais que tu n'es pas désespéré pour son attention. Deuxième interaction. Tu élèves l'intérêt légèrement. Peut-être un compliment spécifique, peut-être plus de temps de conversation, peut-être un contact physique occasionnel. Elle commence à penser « Ok, je lui plais ». Troisième interaction. Ici vient le coup. Tu deviens notablement plus distant. Pas froid de manière évidente, simplement moins disponible, moins intéressé, plus concentré sur d'autres choses. Et son cerveau entre en panique. Attends, qu'est-ce qui a changé? Ai-je fait quelque chose de mal? Je ne lui plais plus? Et, dans ce moment de confusion, son cerveau active le mode poursuite. Parce que maintenant il y a de l'incertitude. Maintenant, il y a quelque chose qu'elle est potentiellement en train de perdre. Quatrième interaction. Tu reviens avec une haute validation. Tu es chaleureux, attentif, peut-être même charmeur. Et elle ressent cet afflux de soulagement et de dopamine. Oh, je lui plais bien. Je ne l'ai pas perdu. Et ce cycle, ces montagnes russes émotionnelles, crée une addiction chimique à ta présence. Chaque fois que tu te retires, elle ressent la douleur du manque. Chaque fois que tu reviens, elle ressent l'afflux de la drogue. Et elle devient complètement accrochée. La clé est que ce schéma doit être imprévisible. Si tu te retires toujours après la troisième interaction, elle apprend le schéma et cela cesse de l'affecter. Mais si tu varies le timing, si parfois tu te retires vite, parfois lentement, parfois tu ne te retires pas du tout, son cerveau ne peut jamais établir un schéma. Et cette impossibilité de prédire ton comportement la maintient dans un état d'obsession constant. Deuxième stratégie sale, la démonstration de valeurs présélectionnées. Machiavel a observé que les personnes n'évaluent pas la valeur de façon indépendante. Elles évaluent la valeur en se basant sur comment les autres évaluent la valeur. Et ceci est particulièrement vrai chez les femmes. Une femme ne décide pas si tu es attirant en te regardant isolément. Elle décide si tu es attirant en observant comment d'autres femmes réagissent à toi. Les études sur l'attraction sociale ont démontré cela de façon répétée. Quand un homme est vu en compagnie de femmes attirantes, sa valeur perçue par d'autres femmes augmente dramatiquement. Mais quand il est vu seul ou seulement avec des hommes, sa valeur perçue est significativement moindre. Pourquoi? Parce que le cerveau féminin utilise d'autres femmes comme validateurs externes de ta génétique et de ton statut social. Si d'autres femmes te désirent, alors il doit y avoir quelque chose de précieux en toi. Si d'autres femmes t'ignorent, alors probablement, tu n'en vaux pas la peine. C'est un raccourci mental que son cerveau utilise pour éviter de faire l'évaluation complète par lui-même. Et tu peux exploiter ce raccourci brutalement pour augmenter ta valeur perçue sans rien changer sur toi-même. Voici comment tu le fais. Ne t'approche jamais, jamais, jamais d'une femme qui t'intéresse sans avoir établi d'abord une présélection sociale visible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant de lui parler directement, elle a besoin de te voir interagir positivement avec d'autres femmes. Elle a besoin de voir d'autres femmes rire avec toi, te toucher de façon décontractée, apprécier ta compagnie. Cela établit dans son cerveau que tu es précieux avant même que vous n'échangiez un seul mot. Tu n'as pas d'amis qui peuvent te donner cette présélection? Construis-les. Développe des amitiés authentiques avec des femmes qui ne t'attirent pas sexuellement. Des femmes qui peuvent être avec toi dans des environnements sociaux, qui peuvent te donner cette validation sociale visible
qui fait que d'autres femmes te remarquent. Ce n'est pas de la manipulation envers elles. Tu es véritablement ami. Mais le sous-produit est que ta valeur perçue monte en flèche. Et quand finalement tu t'approches de la femme qui t'intéresse réellement, son cerveau a déjà fait l'évaluation préliminaire. Elle a déjà vu que d'autres femmes te valorisent. Alors, tu dois avoir de la valeur. Tu as déjà passé le premier filtre sans même essayer. Et maintenant ton travail est beaucoup plus facile parce que tu ne commences pas de zéro. Tu commences depuis une position de valeur préétablie. Machiavel a écrit longuement sur le pouvoir de la perception contre la réalité, notant que la perception façonne le comportement plus que la réalité objective. En séduction, c'est absolument critique. Peu importe combien de valeur réelle tu as. Ce qui importe, c'est combien de valeur elle perçoit que tu as. Et la forme la plus rapide d'augmenter la valeur perçue est à travers l'évaluation sociale d'autres femmes. Troisième stratégie sale, et celle-ci est particulièrement efficace. L'usage stratégique de la concurrence dread. Cela signifie que tu maintiens constamment dans son esprit la possibilité que tu pourrais choisir une autre femme plutôt qu'elle. Pas de forme évidente ou menaçante, mais subtilement, presque imperceptiblement, mais suffisamment présent pour que son cerveau primitif active le mode compétition. La psychologie évolutive explique pourquoi c'est si puissant. Durant des millions d'années, les femmes qui ne rivalisèrent pas efficacement pour des hommes de haute valeur finissaient avec des hommes de basse valeur ou sans partenaire du tout. Alors elles ont développé un système interne qui détecte la concurrence féminine et répond avec une intensification de l'effort. Quand elle perçoit que d'autres femmes veulent ce qu'elle a ou ce qu'elle veut, son cerveau active tous les mécanismes de séduction. Voici comment tu implémentes la concurrence dread, sans être un imbécile évident. Premièrement, ne laisse jamais ton téléphone complètement caché quand vous êtes ensemble. Laisse-la voir occasionnellement des notifications d'autres noms féminins. N'ouvre pas les messages devant elle. Ne les cache pas paranoïaquement non plus. Laisse simplement son cerveau enregistrer que d'autres femmes te contactent. Deuxièmement, mentionne de façon décontractée d'autres femmes dans ta vie, sans donner le contexte complet. Ne dis pas « mon amie Maria ». Dis simplement « Maria m'a commenté que ». Laisse son cerveau remplir les espaces vides. Laisse-la se demander qui est Maria, quelle relation tu as avec elle, si c'est de la concurrence. Cette incertitude active son instinct compétitif, sans que tu aies à faire quoi que ce soit de direct. Troisièmement, et c'est crucial, n'annule jamais de plans avec d'autres pour être avec elle. Si tu as déjà des plans, maintiens-les, même si ces plans incluent d'autres femmes. Surtout s'ils incluent d'autres femmes. Cela communique que ton accès n'est pas garanti, qu'elle est en compétition pour ton temps contre d'autres options, qu'elle a besoin d'élever son jeu si elle veut gagner cette compétition. La clé est l'équilibre. Trop de concurrence dryadée. Et elle décide que cela ne vaut pas l'effort. Trop peu. Et elle s'installe confortablement en pensant qu'elle t'a déjà garanti. Le point optimal est de la maintenir légèrement insécure sur ta disponibilité exclusive, mais suffisamment intéressée pour que cela vaille la peine de rivaliser. C'est une ligne fine, mais quand tu la trouves, l'effet est dévastateur. Quatrième stratégie sale, la gestion calculée de l'intimité émotionnelle. Les hommes commettent l'erreur de penser que partager tout sur eux-mêmes crée de la connexion. Et techniquement, cela crée de la connexion. Mais cela ne crée pas d'attraction. De fait, l'excès d'intimité émotionnelle précoce tue l'attraction parce qu'il élimine le mystère, élimine le défi, élimine le besoin pour elle de s'efforcer à te connaître. Machiavel comprenait que le pouvoir vient de l'information asymétrique. Celui qui en sait plus sur l'autre a moins de pouvoir. Celui qui en révèle moins maintient plus de pouvoir. Applique cela à la séduction et tu obtiens une stratégie claire. Tu apprends tout sur elle, mais tu en révèles très peu sur toi. Tu poses des questions profondes, mais tu réponds aux questions sur toi de façon vague ou superficielle. Tu crées une intimité unilatérale, où elle se sent vulnérable et exposée. Mais toi, tu restes mystérieux.
Voici comment tu le fais. Quand elle pose des questions sur ta vie, sur ton passé, sur tes émotions, tu réponds avec des vérités sélectives. Tu ne mens pas, mais tu ne révèles pas l'image complète. Si elle questionne sur des relations passées, tu dis quelque chose comme « J'ai eu des expériences intéressantes, mais je préfère me concentrer sur le présent ». Si elle questionne sur ta famille, tu donnes des détails superficiels. Mais tu n'ouvres pas de blessures émotionnelles. Pendant ce temps, toi tu creuses profond dans sa psychologie. Tu lui poses des questions qui l'obligent à révéler ses peurs, ses insécurités, ses désirs les plus profonds. Et quand elle répond, tu écoutes intensément. Tu ne fais pas qu'écouter. Tu analyses. Tu es en train de construire une carte psychologique de ce qui la motive, ce qui l'effraie. Quel bouton tu peux presser pour générer des réponses émotionnelles spécifiques. Cette asymétrie crée deux effets puissants. Premièrement, elle se sent incroyablement connectée avec toi parce qu'elle a partagé des choses vulnérables. Mais toi, tu ne te sens pas également connecté parce que tu as maintenu tes murs. Alors, elle est plus investie émotionnellement que toi. Et celui qui est le plus investi a le moins de pouvoir. Deuxièmement, comme tu restes mystérieux, elle reste curieuse. Elle continue de vouloir te connaître plus profondément. Et cette curiosité maintient son intérêt élevé. Les études sur l'attachement émotionnel montrent que la vulnérabilité unilatérale crée de la dépendance. La personne qui s'expose émotionnellement devient dépendante de la validation de celui qui a écouté. Alors, en faisant en sorte qu'elle s'expose pendant que toi tu restes fermé, tu crées une dépendance émotionnelle envers toi, sans créer ta propre dépendance envers elle. C'est asymétrique par dessein. Et cette asymétrie te donne le contrôle. Cinquième stratégie sale, peut-être la plus puissante de toutes, l'usage du renforcement négatif intermittent. Cela semble compliqué, mais c'est simple. Cela signifie qu'occasionnellement, de manière imprévisible, tu introduis des expériences légèrement négatives dans ses interactions avec toi. Je ne parle pas d'être cruel ou abusif. Je parle de micro-rejets, de petites désillusions, de moments où elle n'obtient pas exactement ce qu'elle attendait de toi. Pourquoi cela fonctionne, T-il? Pour la même raison que fonctionne la validation intermittente. Le cerveau humain prête plus d'attention aux stimuli variables qu'aux stimuli constants. Si tu es toujours parfait, si tu dis toujours la chose correcte, si tu combles toujours ses attentes, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est ennuyeux. Mais si occasionnellement tu la déçois légèrement, si occasionnellement tu n'es pas disponible quand elle a besoin de toi, si occasionnellement tu priorises d'autres choses au-dessus d'elle, tu crées de la variabilité. Et cette variabilité la maintient en alerte. Elle maintient son cerveau travaillant constamment à essayer de te comprendre, à essayer de prédire ton comportement, à essayer de s'assurer que tu n'es pas en train de perdre l'intérêt. C'est épuisant pour elle mentalement. Mais c'est exactement cet épuisement mental qui crée l'obsession. Parce que quand quelque chose occupe ton esprit constamment, même si c'est stressant, tu crées un attachement à cela. Voici comment tu l'implémentes sans être destructeur. Si vous avez convenu de vous voir à 8 heures, occasionnellement arrive à 8h15, sans explication élaborée. Dis juste « Pardon, ça c'est compliqué », sans plus de détails. Si normalement tu réponds au message en 1 heure, occasionnellement prends 6 heures. Pas toujours, occasionnellement. Si normalement tu es très affectueux, occasionnellement sois plus distant. Pas froid, simplement plus concentré sur d'autres choses. Ces micro-rejets font que les moments où tu lui donnes effectivement une attention complète se sentent plus précieux. C'est le contraste qui crée la valeur. Si tu as toujours un accès illimité à quelque chose, tu ne le valorises pas. Mais si l'accès est inconstant, tu valorises chaque moment d'accès. Tu es en train d'entraîner son cerveau à valoriser ton attention, en la rendant rare et imprévisible. Et voici l'élément critique qui fait que ceci n'est pas simplement de l'abus émotionnel. Le ratio positif à négatif doit être approximativement de 4 pour 1. Pour chaque expérience légèrement négative,
tu as besoin de 4 expériences positives. Cela maintient la relation générale positive pendant que tu introduis suffisamment de variabilité pour prévenir l'ennui et la complaisance. Si tu inverses cette proportion, tu franchis la ligne vers la relation toxique et elle finira par partir. Machiavel a écrit qu'il est mieux d'être aimé et craint simultanément. Mais si tu dois choisir, il est plus sûr d'être craint. En séduction, cela se traduit par le fait qu'elle doit t'aimer, mais aussi craindre de te perdre. L'amour sans peur de la perte crée de la complaisance. La peur de la perte sans amour crée la fuite. Mais la combinaison d'amour et de peur de la perte crée une obsession passionnée. 6e stratégie. L'établissement d'un cadre, frame, dominant dès le contact zéro. Le cadre est celui qui contrôle la réalité de l'interaction. Et en séduction, le cadre doit être établi dès la première seconde. Tu n'entres pas dans son cadre où elle évalue si tu es suffisamment bon pour elle. Tu établis ton cadre où tu évalues si elle est suffisamment intéressante pour ton temps et ton attention. Cela requiert un état d'esprit spécifique. Tu n'essayes pas de l'impressionner. Tu évalues si elle vaut la peine d'être connue. Tu n'es pas nerveux à savoir si tu lui plais. Tu es curieux de savoir si elle a des qualités que tu valorises. Tu n'es pas reconnaissant qu'elle te donne du temps. Tu es généreux en partageant ton temps avec elle. Et cette inversion du cadre traditionnel change complètement la dynamique de pouvoir. Quand tu t'approches avec un cadre d'évaluateur au lieu d'évaluer, ton langage corporel change, ton ton de voix change, tes questions changent. Au lieu de demander des choses qui démontrent ta valeur, tu demandes des choses qui évaluent la sienne. Au lieu de chercher son approbation, tu offres la tienne sélectivement. Au lieu de prolonger l'interaction désespérément, tu la termines quand tu perds l'intérêt. Et les femmes répondent à ce cadre dramatiquement parce qu'elles sont habituées au cadre opposé. Elles sont habituées aux hommes qui les poursuivent, qui cherchent leur approbation, qui font tout le travail. Alors, quand apparaît un homme qui opère depuis un cadre d'évaluateur, qui n'est pas impressionné facilement, qui a des standards qu'elle a besoin d'atteindre, son cerveau interprète cela comme un signal de très haute valeur. Parce que seul un homme avec des options abondantes peut se permettre le luxe d'être sélectif. Tu implémentes ce cadre en étant véritablement sélectif. Ne feins pas le désintérêt si tu es désespéré à l'intérieur. Développe véritablement des standards élevés et maintiens-les. Si elle montre un comportement que tu ne tolérerais de personne dans ta vie, termine l'interaction. Si elle ne répond pas aux qualités que tu valorises véritablement, ne continue pas à la poursuivre. Si votre interaction n'est pas mutuellement agréable, retire-toi sans drame. Ce cadre d'évaluateur n'est pas de l'arrogance. C'est un respect de soi profond. C'est la compréhension que ton temps et ton attention ont une valeur réelle. Et que seules les personnes qui ajoutent de la valeur à ta vie méritent un accès. Et quand tu opères depuis ce lieu de respect de soi authentique, ironiquement, tu deviens beaucoup plus attirant. Parce que les femmes détectent le respect de soi instinctivement et répondent avec un respect réciproque. 7e et dernière stratégie sale. La création d'expériences de pic émotionnel partagées. La neuroscience de l'attraction a démontré que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de comment elles se sont senties durant des expériences spécifiques avec ces hommes. Et si tu peux t'associer dans son esprit avec des états émotionnels de pic, avec des moments d'euphorie, avec des expériences qu'elle n'oubliera jamais, tu crées une connexion qui transcende la logique. C'est parce que les relations qui commencent dans des situations de haute adrénaline, des circonstances extrêmes ou des expériences intenses, créent un attachement plus fort que les relations qui commencent dans des circonstances normales. Le cerveau associe l'intensité émotionnelle de la situation avec la personne qui était présente. C'est un raccourci mental. Mais cela fonctionne constamment. Alors, ton travail est de créer ces expériences de pic intentionnellement. N'attends pas qu'elles arrivent aléatoirement. Conçois des situations qui génèrent des émotions intenses. Cela peut être une aventure physique, cela peut être une profondeur intellectuelle, cela peut être une vulnérabilité émotionnelle partagée, cela peut être une expérience esthétique écrasante. Ce qui importe n'est pas le type spécifique d'intensité,
mais qu'elle soit mémorable et que tu y sois associé. Emmène-la faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Emmène-la à un endroit qui stimule ses sens de forme écrasante. Aie une conversation qui la fasse penser à sa vie d'une manière complètement nouvelle. Crée un moment de connexion si intense que lorsqu'elle s'en souviendra, elle se souviendra de toi inséparablement de cette émotion. Et chaque fois qu'elle cherchera à ressentir cette émotion de nouveau, son cerveau la dirigera de retour vers toi. Les études sur la mémoire émotionnelle montrent que nous nous souvenons beaucoup mieux des expériences qui nous ont fait sentir intensément que des expériences neutres. Et quand nous nous souvenons de ces expériences intenses, nous revivons partiellement les émotions associées. Alors, si tu as fait partie de son expérience émotionnelle la plus intense du dernier mois, chaque fois que son cerveau accédera à ce souvenir, elle ressentira une attraction renouvelée envers toi. C'est la mémoire émotionnelle travaillant en ta faveur. Maintenant, frère, ces 7 stratégies sales ne sont pas des trucs isolés que tu utilises une fois. Ce sont des principes que tu intègres dans ta façon complète de te lier avec les femmes. Validation asymétrique, démonstration de présélection, concurrence dread, asymétrie d'intimité, renforcement négatif intermittent, cadre dominant, expérience de pic émotionnel. Chacune amplifie l'effet des autres. Quand tu les combines, quand tu les implémentes constamment, quand tu opères depuis ces principes, au lieu des principes romantiques qu'on t'a enseignés, tu deviens quelque chose que les femmes ne peuvent pas catégoriser. Tu n'es pas le bon gars qu'elles peuvent utiliser. Tu n'es pas le mauvais garçon évident qu'elles peuvent éviter. Tu es quelque chose d'intermédiaire, quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui active tout leur système d'attraction simultanément. Et ça, frère, c'est exactement ce que Machiavel a compris il y a 500 ans. Que la séduction ne consiste pas à être parfait. Elle consiste à être stratégique. Ce n'est pas donner de l'amour inconditionnel. C'est créer des états émotionnels spécifiques. Ce n'est pas être transparent. C'est être mystérieux de façon calculée. Ce n'est pas une disponibilité constante. C'est une rareté stratégique. Si cette vidéo t'a donné de la clarté sur pourquoi tes approches antérieures ont échoué, si finalement tu comprends ce que tu faisais mal, alors abonne-toi et deviens membre de la chaîne. Les membres reçoivent des analyses plus profondes, des exemples spécifiques de chaque stratégie et une correction personnalisée des erreurs communes. C'est la différence entre comprendre la théorie et dominer l'exécution. Et maintenant, je veux ta participation. Dans les commentaires, écris laquelle de ces 7 stratégies tu vas implémenter en premier. Laquelle sens-tu qu'elle aura le plus d'impact sur ta situation spécifique? Ton expérience, en appliquant ces principes, peut aider d'autres frères à éviter des erreurs et accélérer les résultats. Rappelle-toi, ces stratégies sont des outils. Les outils ne sont ni bons ni mauvais. Cela dépend de comment tu les utilises. Utilise-les pour créer des relations passionnées où les deux gagnent, pas pour détruire émotionnellement des femmes par vengeance. L'objectif est une séduction réussie, pas une cruauté inutile. Le pouvoir sans responsabilité est destruction. Le pouvoir avec responsabilité est leadership. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer exactement comment détecter quand une femme est en train d'utiliser ces mêmes stratégies contre toi. Parce que, frère, les femmes utilisent naturellement des versions de ces tactiques instinctivement. Et si tu ne sais pas les détecter et les contrer, tu finiras par être le séduit au lieu du séducteur. Ne la manque pas parce que cette connaissance défensive est aussi importante que l'offensive. D'ici là, reste stratégique, reste calculé, et n'oublie jamais que la séduction est un jeu d'échecs psychologique. Ceux qui comprennent les règles dominent l'échiquier. Ceux qui les ignorent sont des pièces déplacées par d'autres. Décide aujourd'hui quel type de joueur tu vas être. On se voit dans la prochaine vidéo.